J'ai la dure tâche de passer après le professeur Alain Fischer. Donc on va être sur un domaine très très différent. Beaucoup de cliniques, vous allez voir, parce que dans ce domaine-là, on n'a pas encore beaucoup d'éléments scientifiques, biologiques, qui va nous permettre de faire la différence entre ces angioedèmes bradykinésiques ou histaminiques. Alors je vous rassure dès le départ, on s'entend très bien avec Olivier, et globalement on est d'accord sur tous les diagnostics, mais on va jouer le jeu de la controverse. Oui, le but n'étant pas de se battre, hein, bien sûr. Je tiens à le préciser, on ne sait jamais. Alors, juste un petit rappel, le terme angioedème, c'est un syndrome clinique. Ça ne sous-entend pas un diagnostic de maladie. Donc, c'est un œdème qui est localisé, qui est transitoire, qui n'est pas inflammatoire. Donc, on élimine tout le reste. Et ça peut nous arriver de recevoir des gens pour angioedème alors qu'ils ont un syndrome CAF-SUP ou qu'ils ont une pathologie urticarienne superficielle. Donc c'est important de recadrer, si on vous demande un avis pour un angioedème, de bien faire repréciser la clinique. On va partir d'un angioedème isolé, c'est-à-dire sans autres signes associés, c'est-à-dire pas de signe systémique d'état de choc, par exemple, sans urticaire superficielle. Lorsque vous avez un angioedème isolé, quand même, dans 95% des cas, il peut être associé à une activation mastocytaire, la plupart du temps non spécifique, c'est rarement allergique, parce que dans le cas d'une allergie, il y a souvent des signes systémiques associés. Et puis, dans 6% des cas, il s'agit d'un bradykinésique. Oui, vous voyez là-dessus aussi, j'insiste, j'ai mis deux diapos un peu identiques. Vous voyez bien que là, comme ça, on ne peut pas savoir lequel est histaminique ou bradykinésique. Dans les bradykinésiques, vous avez différentes pathologies. Vous avez ceux qui sont associés à un déficit en C inhibiteur, et dans ce cas-là, le dosage du C inhibiteur va aider au diagnostic. Et puis ceux à C inhibiteur normal, où là, le diagnostic va être essentiellement clinique et dans certains cas génétique. Donc ce petit tableau pour rappeler le diagnostic biologique. Dans les cas de déficit en C inhibiteur, c'est assez simple, même s'il faut toujours faire 2 dosages de C inhibiteur et que le taux est considéré comme pathologique lorsqu'il est inférieur à 50% de la normale. Un taux à 80% de la normale n'est pas pathologique. Vous avez dans les angioedèmes AC inhibiteurs normales, jusqu'à l'année dernière, on n'avait que la mutation sur le facteur 12, qui était présent dans 15% des cas. Et depuis cet été, on a la mutation sur le gène du plasminogène, qui permet d'améliorer le diagnostic. Je en reparlerai plus loin. Et puis vous avez des formes acquises qui sont très rares, mais qu'il ne faut, enfin très rares, il ne faut pas négliger. Hein, le registre mené par Olivier Fin montre quand même un taux de patients qui augmente régulièrement. Plus on en cherche, plus on en trouve. Alors, ces angioedèmes, outre le fait qu'ils ont une physiopathologie très différente, le traitement est aussi très différent. Dans un cas, on a des antihistaminiques qui sont d'abord bon marché, donc qui sont disponibles un peu partout. Puis de l'autre cas, on a des produits très ciblés, onéreux, et des produits dérivés du sang qui sont actuellement plus que rares, puisqu'on est en pénurie. Que se passe-t-il si vous avez aux urgences un angioedème ? Vous allez considérer que c'est peut-être un angioedème de cause la plus fréquente, soit secondaire à une activation mastocytaire. Vous allez administrer des antihistaminiques à haute dose, voire de l'adrénaline. Si c'est bien ça, le patient va rapidement mieux. Si c'est un angioedème bradykinésique, le patient va vite s'aggraver. Il faudra peut-être lui faire une trachéotomie si c'est possible, puisque quand vous avez un œdème laryngé bradykinésique, c'est parfois impossible à pratiquer. Donc c'est important de repérer ces formes rares, mais potentiellement fatales. Alors, on va faire un cas clinique pour aider à la discussion. Donc c'est un patient qui m'avait été adressé il y a quelques années maintenant, pour suspicion d'angioedème bradykinésique. Il fait à peu près des angioedèmes 2 fois par semaine, plusieurs fois il va aux urgences, puisqu'il y a une atteinte des voies aériennes supérieures. Je vous ai mis la durée et le fait qu'il n'y avait pas d'urticaire superficielle associée. Quels éléments dans cette diapo vont vous aider à faire le diagnostic différentiel entre une forme plus histaminique ou plus bradykinésique, à votre avis?
réponse au traitement, mais je l'ai pas, ça sera après, juste sur les 3 lignes. Là, la durée. Alors, je commence par l'urticaire superficielle qui est quand même fondamentale, puisque si vous avez une urticaire superficielle, ça ne peut pas être un angioedème bradyclinique. Par contre, si vous n'avez pas d'urticaire superficielle, vous ne pouvez pas affirmer que c'est bradyclinique, puisque 10% de l'urticaire spontané, qu'il soit superficiel ou profond, vous avez uniquement une forme profonde. L'urticaire superficielle peut être concomitante ou à distance de l'angioedème. Et deuxièmement, effectivement, la durée. Alors la durée, là aussi, ça peut être un piège. Si vous avez un angioedème qui dure que quelques heures, vous savez que ce n'est pas peut être un angioedème bradyclinique, qui va durer au moins 24 heures. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. C'est qu'un angioedème secondaire à une activation mastocytaire peut tout à fait durer plus de 24 heures. Donc on élimine certaines choses, mais vous voyez dans le cas du patient, on est à la limite. Hein. La localisation est vraiment partout. Et là aussi, ça ne préjuge pas si c'est une origine histaminique ou bradyclinique. Donc que demandez-vous? Donc effectivement, la réponse thérapeutique, mais quoi d'autre aussi? Antécédents familiaux. Alors, je parle d'activation mastocytaire. Hier, on en a un peu parlé, mais le mastocyte, il est activé par plein de médicaments, pas forcément de manière spécifique, hein, mais de manière directe. Donc, aussi les contextes médicamenteux. Donc, à quel moment apparaissent les angioedèmes? Ça peut nous aider. Est-ce qu'il y a une consommation de certains médicaments? Les AINS qui sont quand même connus pour donner des angioedèmes isolés, mais de manière souvent non allergique, hein, non IgE médié. Le patient prend-il des IEC, puisque les angioedèmes bradycliniques peuvent être secondaires aux IEC, on va en parler. Et puis, est-ce qu'il y a un contexte familial? Et ce patient, ça survient n'importe quand, mais souvent en fin de nuit. Et ça, la survenue en fin de nuit, c'est souvent une origine mastocytaire. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais voilà. C'est statistique. Il ne consomme pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il ne prend pas d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Et il y a un contexte d'atopie familiale, mais pas d'autre chose. Et donc, je voulais revenir sur le contexte familial qui est un piège. Parce que dans les contextes d'activation mastocytaire non spécifique, vous avez souvent un contexte d'atopie familiale. C'est pas rare d'en avoir dans 40 ou 50% des cas. Et donc, il n'est pas rare d'avoir dans la famille de ces patients des gens qui ont déjà fait un angioedème. Ça ne voudra pas dire que vous êtes sur un angioedème bradyclinique héréditaire. Et inversement, un angioedème bradyclinique, d'abord, vous avez 30% de mutation de novo. Donc, les parents peuvent être donc totalement exempts de la pathologie. Et puis, vous avez aussi, même si les patients ont la mutation, on a 15%, 20% de patients asymptomatiques. Donc, tout à l'heure, on parlait dans les déficits immunitaires que les pathologies étaient rarement quand même totalement monogéniques. Et dans l'angioedème héréditaire, c'est probablement aussi le cas, parce que pour une même mutation dans une même famille, on a des tableaux très différents. Donc, le contexte familial, toujours intéressant à récupérer, mais il faut savoir prendre du recul. Quel bilan faites-vous? Pour ceux qui ont écouté le webcast du mois de mai, un dosage. Vous jouez votre déjeuner, là. Hein? Oui, c'est ça, en fait. Le C1 inhibiteur. Alors voilà, certains patients qui sont en consultation avec des bilans comme ça. J'avoue que ça, c'est vraiment le bilan interniste, mais alors... C'était juste simplement pour un angioedème histaminique. Je crois qu'il a tout eu. Puis évidemment, quand on fait des IRM, des scanners, on trouve des incidentalomes, des choses qui ont bien paniqué le patient. Donc vous avez recevez en centre de référence un patient totalement paniqué qui est certain d'avoir une maladie très très grave. Eh bien en gros, le bilan doit être limité, pour les deux étiologies d'ailleurs. Pour l'hypothèse d'un angioedème bradyclinique, première chose à faire, c'est une exploration du C1 inhibiteur. Et pensez bien à ce que le seul dosage qui permet d'exclure un déficit en C1, c'est le dosage fonctionnel.
En France, on dispose de ce dosage, donc c'est important d'avoir le dosage fonctionnel et pondéral. Un dosage du C4 aussi nous permet de mieux raisonner. Dans les cas d'angioedème, on va dire secondaire à une activation mastocytaire non spécifique, même si ce n'est pas allergique, la tryptasémie peut aider. Et puis parfois, on dépiste des syndromes d'activation mastocytaire limite mastocytose indolente. Et puis, on sait que, comme l'urticaire chronique spontané, les angioedèmes histaminiques spontanés peuvent être associés à des dysthyroïdies. Donc, on recherche les thyroïdites auto-immunes. Et dans le cas de ce patient, bien évidemment, tout était normal, sinon on aurait déjà le diagnostic. Et donc, à l'heure actuelle, comment raisonne-t-on ? On utilise cette classification qui est issue d'un consensus international et publiée par notre collègue italien Marco Siccardi, même si elle commence déjà à être obsolète. Alors, je ne sais pas si vous avez la flèche. Oui, la flèche. Donc, on n'est pas tout à fait d'accord sur tout, mais on va en discuter au fur et à mesure. Là, on a déjà éliminé des déficits en C inhibiteurs, on a éliminé l'angioedème aux IEC, donc on n'a pas d'antécédents familiaux, mais comme je vous les ai montré, on peut hésiter encore entre une forme héréditaire et acquise. La question, c'est comment répond le patient aux antihistaminiques. Donc, votre traitement, comment soignez-vous? Pour savoir si c'est non histaminique, quel est votre traitement? Vous avez donné des antihistaminiques, ok, mais à la dose AMM, voilà, il faut y aller. Les nouveaux antihistaminiques ne sont pas dangereux, n'ont pas d'effet secondaire, entre autres cardiaques, ce qu'on redoutait chez les premiers antihistaminiques. Donc, c'est sûr que la posologie AMM, je ne vais pas dire que c'est homopathique, mais presque. Donc, c'est minimum 2. Donc, en crise, c'est entre 3 et 4. Soit de la polaramine, parce que l'effet placebo de l'intraveineuse est toujours très efficace, mais ça peut être tout à fait péros. Et puis, au long cours, là aussi, il ne faut pas hésiter à des hautes doses. Quand vous avez des patients qui font des crises fréquentes, vous commencez au moins à 2 comprimés, voire 3, voire 4. Et vous voyez que pour ce patient, sous 4 comprimés, il a une amélioration de plus de 75%. Donc, on peut conclure que ce patient est plutôt sur un angioedème histaminique spontané et lui poursuivre le traitement antihistaminique sur une durée qui est difficilement prévisible. On continue plusieurs mois et puis après on essaye de diminuer et d'espacer les doses. Est-ce que tout le monde est OK pour le diagnostic? Ma prise en charge, Olivier? Donc, c'est pas rare, ce patient, il était quand même venu me voir avec du Firazir dans le sac, 1400 € la seringue. Et puis en plus, malheureusement, ce n'était pas le bon traitement, donc ça ne lui faisait rien. Est-ce qu'un patient qui fait des accès d'angioedème sans œdème laryngé de façon répétée, est-ce qu'il peut un beau matin changer de phénotype et faire un œdème laryngé, ou l'historique est assez stable sur un même patient? Malheureusement, c'est l'aspect totalement. Des deux côtés d'ailleurs, autant histaminique que bradykénique. C'est bien ce qui nous embête. Un patient peut n'avoir jamais... Alors pour le bradykénique, par exemple, on a des patients, ils n'en ont pas fait, ils ont 70 ans, je ne veux pas de traitement. On raconte souvent ce cas-là. Et pouf, il a fait son œdème laryngé devant la télé. Donc, ouais, c'est toute la difficulté. Autre cas. Il s'agit d'une femme qui présente depuis l'âge de 19 ans des angioedèmes, surtout depuis qu'elle a pris la pilule contraceptive. C'est des crises une fois par mois. Là aussi, pas d'antécédent familial et aucune urticaire associée. Donc, vous avez compris pourquoi c'est important de recueillir ces éléments. Donc, suite au premier cas, vous avez vu un peu notre stratégie. On va aller explorer le C1. Est-ce qu'on a des IEC? J'aurais pu rajouter aussi les AINS. Et est-ce qu'elle a reçu une prophylaxie au long cours par antihistaminique? C'est vrai que maintenant, de plus en plus, nos patients nous arrivent quand même avec cette fameuse phase d'épreuve, ce test thérapeutique antihistaminique. Et donc, évidemment, elle n'a pas d'urticaire superficielle. Les angioedèmes durent au moins 24 heures. Pas de contexte familial. Les explorations du C1 sont normales, pas de prise d'ANS. Elle a pris 3 comprimés d'antihistaminique. Bon, elle n'est pas allée jusqu'à 4, mais vraiment aucune efficacité. Donc, je vous rappelle mon petit schéma. On se retrouve toujours, comme tout à l'heure, avec les deux potentielles causes. Que faites-vous dans ce contexte?
après, elle va tomber enceinte, t'es mal. Alors, je veux pas... non, mais c'est un débat qu'on a eu, mais parce que c'est vrai, on a eu quand même des histoires, malheureusement d'ailleurs d'urticaire, où on a fait arrêter les pilules aux femmes, et puis après, derrière, elles tombent enceintes, ce qui est pas... Donc, certes, on peut proposer un changement de contraception, c'est les œstrogènes qui sont impliqués, et donc on peut très bien leur mettre une pilule type Cerazette, ou leur proposer un implant, ou leur proposer un stérilet. Donc, quand on dit arrêter la pilule, voilà, enfin, juste on... Je suis une femme, donc... Mais je rappelle ça, c'est qu'effectivement, non, on n'arrête pas la contraception, on la change. Pourquoi pas? Donc, tu penses plus à quelle étiologie, alors? Bradykénique. D'autres... Dans l'idéal, on aimerait bien pouvoir doser la bradykénique pour dire ben, est-ce qu'on a vraiment un angioedème bradykénique. Alors, là, on va faire un peu de physiopathe quand même, mais voilà, la bradykénine, c'est vraiment un tout petit peptide, et puis surtout très puissant, qui explique l'effet qu'il peut avoir sur une durée très courte, puisque sa demi-vie est vraiment très courte. Lorsqu'on regarde ex vivo la génération spontanée de bradykénine, vous voyez qu'en cas de patient qui a un déficit en C1, il y a une génération spontanée de la bradykénine, et encore plus lorsqu'on active la phase contact de la coagulation. Il a été montré aussi dans une jolie étude italienne qui fait quand même référence, faite dans les années 2000, que cette génération existe aussi in vivo, mais c'est une génération très localisée. Donc vous voyez que si on pique du côté de l'œdème, on a une augmentation de la bradykénine qu'on ne va pas retrouver de l'autre côté. Donc ça montre bien que c'est vraiment une génération très localisée et aussi courte. Donc les dosages ont été faits sur des patients, mais vous voyez que c'est des techniques assez compliquées, et il faut presque avoir le patient sur place, le prélever et envoyer au laboratoire. Le deuxième problème aussi, c'est que dès que vous faites une prise de sang, vous activez la phase contact de la coagulation, donc il peut y avoir une génération de bradykénine liée à la prise de sang. Donc en plus, il ne faut pas prélever tout de suite le sang pour faire le dosage de bradykénique, ce qui explique qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas le faire en routine. En tout cas, on sait que le taux de bradykénine est bien élevé lors d'une crise d'angioedème héréditaire et redevient normal en dehors d'une crise. Sous IEC, on a bien une élévation de bradykénine. Sur ces angioedèmes qu'on appelle non histaminiques idiopathiques, on a encore du mal à classer. Chez ceux qui sont bien classés véritablement, je ne vais pas dire non histaminique, mais plutôt non liés à une activation mastocytaire, on peut avoir une élévation de la bradykénine. Et enfin, lorsque vous avez un angioedème histaminique ou secondaire à une activation mastocytaire, ben là, l'histamine est prépondérante, la bradykénine est peut-être un peu générée, mais n'est pas retrouvée de manière significative. La bradykénine donc, a une demi-vie très courte, 30 secondes, parce qu'elle est dégradée par plein de kininases. La principale, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine, donc ce qui explique que si on bloque cette enzyme, la bradykénine a une demi-vie qui s'allonge, surtout si les autres kininases ont un phénotype un peu abaissé. Donc, pour l'instant, pas de dosage. Donc, on est embêté pour notre patiente. Et donc, effectivement, le fait d'avoir des crises déclenchées par la pilule, une femme jeune, on a envie de se dire que c'est peut-être un type 3, donc à l'époque, on n'avait que éventuellement la possibilité de regarder s'il y avait une mutation sur le facteur 12, donc on regarde s'il y a cette mutation qu'elle n'avait pas. Que faites-vous donc? Donc là, sur le plan exploration biologique, génétique, on était au bout, donc il fallait quand même passer au traitement. Qu'est-ce que vous proposez comme traitement? Olivier, des antihistaminiques, tu veux quand même aller à 4 comprimés? Donc effectivement, voilà. La question c'est, on n'a pas totalement éliminé l'histaminique, elle n'avait que 3 comprimés, et on peut quand même gagner. Et puis, comme je vous le dis, on parle plus d'angioedème secondaire, l'activation mastocytaire. Il n'y a pas que l'histamine qui est impliquée dans les angioedèmes, vous avez d'autres protéines. Et donc, on peut essayer l'omalizumab, et on a récupéré comme ça des patients étiquetés bradykéniques qui répondaient très bien à l'omalizumab. Et puis, si on veut plutôt aller sur la piste bradykénique,
Est-ce qu'on fait un traitement de fond par acide tranexamique, surtout que la physiopathologie a l'air de faire qu'ils répondent encore mieux que les types 1, type 2, voire est-ce qu'on lui donne de l'icatibant à domicile pour les crises graves. Le mieux, j'avoue que si vous êtes face à ces dilemmes, c'est quand même de nous contacter, soit par mail, soit sur la hotline, soit en RCP, ce qui va nous permettre de vous aider à faire la différence et puis de vous dire, essayez plutôt ce côté-là que l'autre. Et heureusement, finalement, avant que la RCP soit faite, la patiente, elle a eu la bonne idée, la pauvre, de présenter pour un syndrome subocclusif. Alors, c'est vraiment un syndrome subocclusif. Hyperalgique, arrêt des matières et des gaz, il y a une ascite, il y a une hypotension. Vous avez sur le scanner une jolie lame d'acide, des images en cocarde et d'occlusion. Et puis surtout, le chirurgien, il voit ce scanner, il veut opérer la patiente tout de suite. Si vous savez que ça peut être un angioedème bradykinique, vous savez que la patiente va s'améliorer déjà spontanément en 3-4 jours, mais aussi si vous injectez de l'icatibant ou un concentré de C1. Donc, l'association quand même d'angioedème périphérique et d'angioedème abdominal est quand même très en faveur d'un angioedème bradykinique. Et donc, la mutation sur le plasminogène avait été publiée. Nos généticiens sur Grenoble avaient mis en place la technique de détection. Et donc, la patiente, on a demandé la recherche sur le gène PLG, le traitement par acide tranexamique et icatibant, et la recherche de mutation était effectivement positive. Donc là, on est vraiment sur la dernière nouveauté sur les angioedèmes bradykiniques. C'est notre collègue Konrad Bork en Allemagne qui a publié pour la première fois une série sur les angioedèmes assez anormales, qui a donc détecté cette nouvelle mutation. Nous avons donc aussi rapidement recherché cette mutation. On a identifié 3 familles sur 15 qu'on avait isolées en génétique, donc qui va être publiée là sous peu dans Allergie, avec la particularité que ces familles, par rapport aux mutations facteur 12, que ces familles ont des hommes symptomatiques et que ces hommes symptomatiques ont déclenché leurs angioedèmes suite à la prise d'IEC. Alors, si je voulais jouer le pour à fond bradykinique, je vais dire, faudrait-il pas chercher la mutation PLG chez tout patient qui fait un angioedème sous IEC? On ne va peut-être pas aller là-dessus, mais il faut y réfléchir. Voilà, donc cette patiente est plutôt de ce côté du tableau. Donc, pour résumer les grandes différences, donc vous voyez que c'est quand même beaucoup de contexte clinique, anamnèse, de tests thérapeutiques, qui permet de vous faire la différence entre un angioedème bradykinique et histaminique. Ce petit tableau, pour vous résumer dans quel cas vous allez faire les dosages et comment ça peut vous orienter, je ne vous cache pas qu'on a encore des dossiers très difficiles qui sont encore à la frontière entre les deux. Donc je vais laisser la parole maintenant à Olivier. On fera peut-être les questions à la fin. Alors, les angioedèmes AC inhibiteurs normaux sont-ils bradykiniques ou histaminiques? Mes conflits d'intérêts, et puis cette petite fille de 5 ans qui a une forme héréditaire, donc un déficit en C inhibiteur dans un contexte familial, qui est arrivé un bon matin avec cet aspect tout à fait impressionnant d'œdème de la face, d'œdème des lèvres, d'atteinte probablement laryngée qui a été améliorée par le concentré de C inhibiteur. Vous voyez ces aspects assez classiques d'angioedème qui touchent les extrémités, les organes génitaux et dont le risque c'est l'atteinte laryngée avec 25% de décès en cas d'atteinte laryngée. Et puis, Laurence vient de le montrer, une atteinte abdominale pseudo-chirurgicale par œdème de la paroi, que ce soit l'estomac, le grêle ou le côlon, et des malades qui sont inutilement opérés avec un aspect là que vous voyez en célioscopie. Donc la grande question c'est est-ce que c'est histaminique ou bradykinique? Laurence l'a bien montré, 95% des malades sont des angioedèmes histaminiques. Donc quand on fait un topo aux urgentistes, il faut leur dire que c'est d'abord un angioedème histaminique par la fréquence. Le terrain atopique associé, l'aspect clinique ne permet pas de différencier l'histaminique du bradykinique. Atteinte des organes génitaux externes, c'est quand même plus bradykinique. La durée, alors attention aux douleurs abdominales, hein, c'est pas quelques heures de douleurs abdominales, mais c'est des douleurs abdominales graves qui durent 48 à 72 heures.
Et puis, il y a tout le problème de l'efficacité des corticoïdes antihistaminiques et de l'efficacité de l'acide tranexamique. On pensait que c'était simple. Quand ça marchait aux antihistaminiques, c'est histaminique bien sûr. Quand c'était résistant aux antihistaminiques, on disait que c'était bradykinique. Donc on mettait de l'hexacil, et si ça marchait l'hexacil, on disait ça y est, c'est un bradykinique. Et comme le dosage était normal, on disait que c'était un angioedème de type 3. Donc la grande difficulté, c'est effectivement ces malades qui ont un dosage de ces inhibiteurs normal. Donc vous voyez, et Laurence l'a répété, il y a des formes héréditaires simples, finalement, il y a un contexte familial. Cependant, en 25% des cas, c'est une mutation des novo, et donc il n'y a pas le contexte familial. Le C1 inhibiteur est bas, donc vous avez le diagnostic, c'est un type 1 et un type 2 quand il y a une diminution juste du fonctionnel. Vous avez des formes acquises qui sont exceptionnelles avec un C1 inhibiteur bas, et là c'est assez simple aussi parce que tout est abaissé, C1 inhibiteur pondéral fonctionnel C4, CH50, C1Q. Mais la grande difficulté vient du fait qu'il y a effectivement des malades qui ont une mutation du facteur 12, une mutation du plasminogène, qui ont une symptomatologie clinique tout à fait évocatrice et qui n'ont pas de dosage, pas d'abaissement du C1 inhibiteur. Et puis je pense qu'on peut parler, bien que ça ne soit pas du tout une maladie rare, des angioedèmes sous IEC parce que c'est un vrai problème diagnostique. Donc le rappel sur le complément, vous voyez que type 1, type 2, baisse du C1 inhibiteur fonctionnel dans les deux cas, et c'est lié à la mutation au SERPING1. Le type 3, celui décrit lié à la mutation du facteur 12, ça ne représente que finalement 15% des malades étiquetés type 3. Ils ont tout de normal, sauf éventuellement le C1 inhibiteur fonctionnel qui est abaissé sous œstrogène, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Et puis les angioedèmes sans IEC ont un C1 inhibiteur normal pondéral fonctionnel, et ça c'est lié en fait au blocage de la kininase, donc l'enzyme de conversion, par l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Alors le type 3, ça a été décrit par Bork il y a pas mal d'années maintenant, et il avait décrit des malades qui étaient des femmes, avec des angioedèmes récurrents touchant un ou plusieurs organes, donc c'était les critères, sans urticaire, plus d'un membre de la famille atteint, le complément normal CH50, C4, C1 inhibiteur, et puis je vous ai dit qu'il n'y avait que 15% de ces malades qui avaient une mutation du facteur 12. Autre élément important, c'est l'œstrogénosensibilité, donc un facteur déclenchant tout à fait évident. Et puis, nous, on avait rajouté finalement l'inefficacité des corticoïdes, des antihistaminiques et l'efficacité de l'acide tranexamique. C'est pourquoi on a fait un certain nombre de diagnostics d'angioedème de type 3. Donc, la question est de savoir, ces malades qui ont un angioedème assez inhibiteur normal sans mutation du facteur 12, sont-ils des angioedèmes bradykiniques ou des angioedèmes histaminiques? Donc, si on reprend les critères les uns après les autres, on va pouvoir les critiquer parce qu'effectivement, l'absence d'urticaire, Laurence l'a dit, 15%, 10 à 15% des malades qui ont un angioedème histaminiques n'ont pas d'urticaire, donc l'urticaire c'est pas un critère formel. Les antécédents familiaux, il faut faire très attention parce qu'effectivement si on demande dans la famille y a-t-il des angioedèmes, oui on trouve des angioedèmes, mais ça peut être tout à fait atopique, et vous savez que l'urticaire c'est 20% de la population. L'œstrogénosensibilité c'est assez caractéristique quand même de la forme mutée 12 puisque 90% on retrouve cette œstrogénosensibilité chez 90% des malades qui ont une mutation du facteur 12, mais certains ont dit que l'urticaire peut être aussi œstrogénosensible. Et puis il y a la réponse au traitement qui est un élément important, la résistance aux corticoïdes et aux antihistaminiques. Il faut bien savoir de quoi on parle, parce que le malade arrive aux urgences, on lui fait Solu-Médrol polaramine, et puis finalement ça ne fait pas grand-chose, et on n'attend pas assez. Et je crois que vraiment le critère le plus important, c'est de se dire, on fait un traitement d'épreuve préventif par antihistaminique, par 2, 3, 4 antihistaminiques, éventuellement associés à un antileucotriène, éventuellement dans le cas de certains patients, l'omalizumab, un anti-IgE, et c'est là, ce critère est le meilleur pour dire que c'est une résistance aux antihistaminiques. Et l'acide tranexamique, on pensait aussi que si c'était sensible, enfin résistant aux antihistaminiques, mais sensible à l'acide tranexamique, c'était un angioedème bradykinique, et on s'est aperçu que ça pouvait aussi marcher dans des formes histaminiques. Et puis, comme on a beaucoup communiqué sur ces maladies-là, on a dit qu'il faut traiter les formes graves, il faut faire de l'icatibant qui bloque le récepteur de la bradykinine ou un concentré de C1 inhibiteur. Et donc, ces malades arrivent aux urgences, on leur fait un peu de Solu-Médrol polaramine, on attend, puis on fait de l'adrénaline, puis on n'attend pas beaucoup parce qu'on est pressé, il y a beaucoup de monde, et puis on finit, on a entendu parler de cette maladie, on a du Firazyr ou du C1 inhibiteur, et on fait ce traitement. La question est de savoir si c'est le traitement corticoïde antihistaminique qui a marché ou si c'est effectivement l'icatibant. Donc vous voyez qu'on peut faire des diagnostics assez faciles d'angioedème bradykinique assez inhibiteur normal. Vous prenez un malade qui a un angioedème, vous leur donnez une fois un antihistaminique,
puis finalement ça ne marche pas beaucoup et ça récidive, on dit bah non, dans ce cas-là, ce n'est pas histaminique. Vous pouvez créer ou construire des antécédents familiaux, mais ce n'est pas des antécédents d'angioëdème bradykénique. Le malade qui dit qu'il commence à avoir des troubles de la voix, qui est un peu angoissé, qui a la crise d'angoisse et qui gonfle, on se dit oh là là, il a fait une atteinte laryngée. Et le malade qui a le trouble fonctionnel intestinal, mal au ventre et l'angioëdème, on dit c'est une forme bradykénique. Alors, Laurence l'a montré, le scanner est toujours anormal en crise. Les malades ont des œdèmes. Il faut demander un scanner dans ces cas-là pour différencier un angioëdème bradykénique. Il y a toujours un œdème de la paroi ou de la cite. Pardon, excusez-moi. Donc, deux cas où on a évoqué, et moi le premier, on a fait plein d'erreurs diagnostiques chez ces malades. Donc, c'est une femme de 34 ans qui est vue en 2010, et puis elle a un tableau qui associe des œdèmes de la face et des douleurs abdominales. Ça dure depuis 1 ou 2 mois, et puis elle a un traitement pour son acné et une contraception qui est en fait un œstrogène, la Diane 35. Vous connaissez les risques de thrombose, mais vous savez aussi que les œstrogènes sont un facteur déclenchant, aggravant, révélateur parfois des angioëdèmes de type 3 avec mutation de facteur 12. Donc elle a des antihistaminiques, ça ne marche pas, puis on lui dose le C1 inhibiteur, et le C1 inhibiteur, il est abaissé. Alors on dit, ça y est, on a trouvé, c'est un angioëdème, alors je vais vous poser des questions d'ailleurs. Donc c'est un angioëdème bradykénique. Il n'y a pas d'antécédents familiaux, on la met sous acide tranexamique, donc hexacyle en préventif. Ça ne change finalement pas grand-chose. Et puis à un moment, elle a un œdème de la face, on lui fait de l'icatibant, on dit que peut-être que c'est efficace. Et puis on dit si ça récidive, il faut faire du Bérinert, mais elle est témoin de Jéhovah, donc elle ne veut pas. Alors, quel est votre diagnostic chez cette patiente? Donc une femme qui reçoit une Diane 35, qui a un inhibiteur fonctionnel abaissé. Est-ce que c'est un angioëdème histaminique de type 2, donc celui où le dosage pondéral est normal, l'activité fonctionnelle est abaissée? Est-ce que c'est un angioëdème héréditaire de type 3 avec une œstrogénosensibilité? Est-ce que c'est un angioëdème histaminique? Est-ce que c'est un angioëdème par déficit acquis en inhibiteur? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce que ce sont des œdèmes cycliques idiopathiques? Un syndrome cave supérieur? Puisqu'il y a certains malades qui nous sont adressés pour angioëdème. En fait, vous savez qu'au départ, le syndrome cave, il peut être incomplet. Et est-ce que c'est un Melkersson-Rosenthal? Parce que aussi, c'est le diagnostic différentiel des patients qui ont une macrokylie, macroglossie, et qui peuvent évoluer au départ par des épisodes d'œdème. Donc, je ne sais pas, un petit diagnostic. En dosage de C4 Dosage de C4 normal. Dosage de CH50 normal. Donc, pardon. Il n'était pas très abaissé, il était à 60%. Donc effectivement, ce n'était pas un vrai déficit. Voilà. Entre les 2 fois Une fois après, la Diane 35 a été arrêtée. Donc effectivement, après arrêt de la Diane 35, on voit une normalisation du C1 inhibiteur. On cherche les mutations de type 1 et type 2 SERPING1 négative. On cherche la mutation facteur 12 négative. Donc on ne sait pas trop. Et puis, alors elle prend de temps en temps de l'hexacyle, on la perd de vue. Et puis elle revient à la consultation cette année en disant, je sais quoi, j'ai des choses bizarres qui m'apparaissent sur la peau, ça me gratte. En fait, elle a de l'urticaire et on va lui mettre 2 antihistaminiques du montelukast. Et depuis, on a pratiquement plus de 6 mois de recul, elle n'a plus aucun symptôme alors qu'elle faisait des crises répétées. Donc finalement, on a conclu un angioëdème histaminique avec des troubles fonctionnels intestinaux. Et on lui a fait quand même pendant longtemps un diagnostic d'angioëdème de type 3 avec le risque laryngé, la prescription de Firazir, alors que c'était un angioëdème histaminique. L'autre cas est aussi intéressant, mais ce n'est pas de la maladie rare, c'est le problème des angioëdèmes sous IEC. Donc une patiente de 74 ans qui est sous périndropride depuis 2 ans, en association avec un inhibiteur calcique. Elle fait des épisodes récidivants d'angioëdème des lèvres et de la face, et puis des formes vraiment sévères, qui amènent à appeler le SAMU. On fait corticoïdes antihistaminiques, adrénaline, c'est peu efficace. Et puis ce SAMU avait de l'icatibant, donc il fait de l'icatibant, et il semble qu'elle s'améliore. Donc, quel est votre diagnostic? Angioëdème acquis sous IEC, angioëdème histaminique, angioëdème par déficit acquis en C1 inhibiteur parce qu'elle a 70 ans, angioëdème héréditaire à C1 inhibiteur normal de diagnostic à 70 ans, c'est quand même rare, et syndrome de Gleich. C'est aussi un diagnostic différentiel, on a vu quelques patients. Donc, par fréquence, 0,7 à 1% des malades sous IEC vont développer un angioëdème bradykénique, donc on dit c'est un angioëdème sous IEC. Alors on dose le C1 inhibiteur normal, et puis à un moment on faisait une recherche de polymorphisme de XP-NPEP2, et on disait que ce polymorphisme était un facteur de susceptibilité de voir se développer un angioëdème sous IEC.
On arrête les IEC, et puis on va changer pour un sartan, sartan plus hydrochlorothiazide. Finalement, ça ne fait pas grand-chose, elle va s'améliorer transitoirement, puis ça va récidiver. On estime qu'il y a 10% de réactions croisées entre IEC et sartan. Donc on va arrêter le sartan. On va dire, bah non, c'est encore médicamenteux. Et puis on va lui mettre des antihypertenseurs centraux. Finalement, là aussi, amélioration transitoire puis récidive. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est bien un angioedème acquis sous IEC? Alors certains auteurs italiens avaient dit, oui, même quand on arrête les IEC, 4 ans après, c'est encore de l'angioedème sous IEC. Sur le plan physiopathologique, je ne comprends pas très bien. Donc, 4 ans après, elle vient voir tous les ans, et puis elle me dit, bah, de temps en temps, je vais des angioedèmes, et puis là, quand même, au bout de 4 ans, je ne comprends pas, je commence à voir apparaître des lésions, et en fait, elle montre des photos, et c'est typique d'urticaire. Elle a effectivement récidivé ses angioedèmes, on la met sous deux antihistaminiques et un antileucotriène, et là aussi, on a maintenant 1 an de recul, même 2 ans de recul, elle n'a jamais récidivé ses angioedèmes. Donc, faux diagnostic d'angioedème bradykénique, un malade qui était sous IEC. Alors effectivement, c'est fréquent, hein, mais il faut quand même se poser la question de diagnostic différentiel. Alors les angioedèmes sous IEC sont-ils toujours des angioedèmes bradykéniques? Alors il y a l'histoire caractéristique que vous avez peut-être certainement vue, mais chez cette patiente d'origine africaine, c'est un élément important puisque les sujets noirs font 3 à 4 fois plus fréquemment des angioedèmes sous IEC. Il y a des déterminants génétiques qui ne sont pas connus actuellement. Diabétique mise sous IEC, et puis ça ne se passe pas bien au niveau rénal, donc elle est transplantée, et on lui rajoute un inhibiteur de mTOR, tacrolimus, et puis du MMF. C'est intéressant parce que vous savez que les IEC jouent sur la dégradation de la bradykéline, mais que les inhibiteurs de mTOR également par l'action sur la DPP4, et donc, on diminue encore l'action des kininases. Il ne se passe rien. Et puis, le diabétologue, n'étant pas content de son équilibre glycémique, la met sous gliptine, qui diminue encore l'activité de la DPP4. Et elle fait l'angioedème avec cette atteinte assez caractéristique de la langue, hein, les angioedèmes sous IEC, qui va entraîner une détresse respiratoire, une passage en réanimation. Donc ça, c'est assez typique, caractéristique des angioedèmes sous IEC. Par contre, tous les angioedèmes survenant sous IEC ne sont pas des angioedèmes bradykéniques. Parce que vous connaissez la fréquence des prescriptions des IEC en France. Hein. Et donc, l'élément important, c'est l'interrogatoire, l'examen clinique, bien sûr, et puis la sensibilité aux antihistaminiques. Et on peut avoir des diagnostics totalement différentiels. J'étais appelé un jour en me disant, par des urgences, j'ai un angioedème sous IEC. La photo n'était pas du tout typique, il n'y avait pas d'atteinte de la langue. Je posais la question sur ses antécédents. On me dit, oui, elle a un cancer du côlon, et en fait elle a une chambre implantable, elle a un syndrome cave supérieur et pas du tout un angioedème sous IEC. Et puis je crois qu'il y a aussi d'authentiques angioedèmes histaminiques sous IEC, des malades on leur donne des antihistaminiques, en quelques heures ça régresse, et je pense que c'est vraiment histaminique. Alors on arrête quand même les IEC, hein, bien sûr. Donc tout angioedème persistant plus de quelques semaines après arrêt des IEC n'est pas un angioedème acquis induit par les IEC. Ça c'est un élément important parce que la littérature c'est pas clair et certains auteurs internationaux reconnus disent ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Non, il faut essayer les antihistaminiques, reprendre l'histoire et parfois les signes type urticaire apparaissent secondairement. Donc pour la conclusion, les angioedèmes bradykéniques ACE inhibiteurs normales existent. Le type 3, c'est avec mutation facteur 12, c'est caractéristique de jeunes femmes qui n'ont rien, à qui on donne la pilule ou qui sont enceintes et qui développent des angioedèmes ou lors de la grossesse. Et quand elles accouchent, elles ne font plus parfois du tout d'angioedèmes. Il faut bien sûr arrêter les oestrogènes et leur mettre des macroprogestatifs. Et on voit qu'on découvre tous les jours, enfin pas tous les jours, mais régulièrement de nouvelles mutations. Donc s'il y a une sémiologie clinique évocatrice, une atteinte digestive caractéristique, il faut aller au-delà et donner bien sûr des traitements spécifiques parce que ça marche. Et il y a un effet thérapeutique majeur dans les crises abdominales, par exemple du Firazyr et Catiban qui marchent en une demi-heure. Si les malades vous disent au bout de 2 jours ça allait mieux, ce n'est pas une efficacité du traitement. Donc les angioedèmes bradykéniques ACE inhibiteurs normales sans mutation F12 et plasminogène, ça existe probablement et il faudra poursuivre les études génétiques. Mais il faut rappeler aux urgentistes que c'est très rare, notamment. Concernant les angioedèmes acquis sous IEC, c'est très fréquent, c'est 0,7 à 1% des malades sous IEC. Ça peut mettre en jeu le pronostic vital. Vous voyez que cette macroglossie est énorme et c'est caractéristique et les malades décèdent d'une atteinte de la langue et pas forcément d'une atteinte laryngée. Ça peut survenir à tout moment chez un malade traité par IEC, mais tout angioedème chez un malade sous IEC n'est pas un angioedème aux IEC. Et puis, le diagnostic d'angioedème bradykénique ACE inhibiteur normal ne peut être retenu
En l'absence de marqueurs biologiques fiables, Laurence l'a bien montré, on n'a pas de marqueurs. La bradykinin, on ne la dose pas. Il y a eu des études avec les kininases, les dosages de kininases, de kinogénases, et finalement, ça ne nous apporte rien. Donc c'est la clinique, c'est l'imagerie et l'importance du scanner abdominal, et c'est la réponse au traitement, mais il faut bien l'analyser. Et la réponse au traitement d'un bradykinique, c'est sur une crise abdominale, une demi-heure, 3/4 d'heure, plus de douleur. Ça, c'est le critère majeur. Il faut rappeler que les traitements sont onéreux. Une injection de Firazir, c'est 1 500 € à peu près, ou le Berinert, les concentrés de C inhibiteurs, c'est la même chose. Et je pense qu'il faut vraiment, dans des cas difficiles, demander avis auprès du CREAC. Et je voudrais terminer sur une histoire qui inquiète un petit peu le malade. C'est une ordonnance d'un docteur. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une jeune femme qui a un angioëdème, qui est manifestement histaminique, je l'ai vu la semaine dernière, qui a été voir un allergologue. Alors, je ne sais pas si vous avez des recommandations comme ça, je ne sais pas comment vous pouvez vivre. Elle m'a dit que c'est un peu inquiétant comme situation. Donc, vous voyez qu'on évite les INS, on évite le paracétamol, on évite les IEC, les gliptines, les sartans, on ne prend pas d'œstrogène, on évite le lait, on ne prend pas de tabac, on se couche du côté droit, on prend un IPP, on prend du Gaviscon, bien sûr on a les antihistaminiques et la Tarax, on prend le Montelukast, la ranitidine, mais si ça récidive, vous prenez un peu d'Hexacil, et puis si c'est grave, il ne faut pas donner de corticoïdes, mais vous en prenez quand même. Et puis si ça continue, vous allez aux urgences, et puis vous n'oubliez pas de faire l'anapène. Et puis, c'est vrai, je vous l'assure. Si ça impose d'être suivi en hospitalisation, et puis après, qu'est-ce que vous faites? Peut-être que, après tout ça, ce n'est pas histaminique, donc c'est peut-être bradykinique. Donc il faut sûrement prendre un concentré de C inhibiteur ou une injection de Firazir. Et puis, ça serait peut-être intéressant de prendre un peu de Colchimax et pas déraisonnable de prendre de la célestamine. C'est tout à fait vrai. Bravo. La dame est morte de trouille. Elle a dit, et quand je l'ai rassurée, je lui ai dit qu'elle n'allait pas mourir. Non, mais on rigole, c'est dramatique comme situation. La dame est arrivée morte de trouille. Après, elle a été vue par un spécialiste de LR dans l'os. Après, elle a été peut-être vue par un spécialiste du Lyme. Voilà. Non, c'est dramatique. Et on voit en médecine interne ce type de malade. Donc, je pense que notre rôle, c'est de ne pas faire des diagnostics, de faux diagnostics, et de rassurer les patients, parce que sinon, ils ne vivent plus. Donc, voilà. Je vous remercie.